Bonjour à tous, nouveau mois, il est donc temps de revenir sur les films de mars que l'on n'a pas traités dans les précédentes vidéos. Ici, pas de grosses mises en contexte ou d'analyse, mais juste des critiques à chaud pour vous parler un peu des quelques films que vous avez pu rater. Sans plus attendre, on va donc parler de ces films et on commence avec le méga blockbuster de Netflix à 340 millions de dollars, The Electric State. À la base, je voulais faire une vidéo dédiée, mais entre les vacances à Barcelone et le fait qu'il n'y ait pas tant de choses que ça à dire, j'ai préféré laisser tomber. The Electric State, ça se passe dans un monde uchronique où Disney a fini par créer l'IA, IA qui a fini par prendre conscience et réclamer à avoir un statut de citoyen. Les humains ont dit non, s'en est donc suivi une guerre, guerre que les robots ont perdue, un traité de paix a été signé, et les robots ont été parqués dans un lieu dédié, The Electric State. Le film démarre alors dans les années 90, lorsque Millie Bobby Brown reçoit la visite d'un robot qui aurait la conscience de son frère enfermé quelque part ailleurs. Va s'en suivre tout un tas d'aventures pour le retrouver. C'est fou d'avoir fait un film qui cristallise à ce point le tout ça pour ça. Bon, déjà, il n'y avait pas de quoi être rassuré entre les Russo derrière la caméra, Millie Bobby Brown et Chris Pratt devant, mais les Russo, comme j'avais dit, ce ne sont pas des réalisateurs que je déteste non plus. Ils ont au moins un sens de l'efficacité. Et pourtant, ce film, c'est juste un énorme gâchis. Il n'y a vraiment rien d'original, rien qui sort du lot, c'est vraiment le mythe total. Le scénario est tellement sur des rails que même les rails sont sur des rails. Et pourtant, il y avait des choses prometteuses. Le point de départ, je trouve assez original. Le design des robots, provient d'un artiste qui a déjà inspiré la série Tales from the Loop de Amazon, est très cool. Il y a un sacré casting de second rôle avec Stanley Tucci, Woody Harrelson, Coleman Domingo, Ellen Hunt et j'en passe et des meilleurs. Mais ils servent à que dalle, je sais même pas pourquoi ils sont là. Et même l'action chez les Russo, qui a plutôt tendance à être nerveuse, trop nerveuse selon certains, là je la trouve assez plate. Il y a qu'à voir le climax qui essaye de reproduire les Avengers, mais sans succès. Le seul truc que je sauverais vraiment, c'est la relation entre Millie Bobby Brown et son frère, qui est très touchante. Pour une fois, on n'est pas dans une relation fraternelle conflictuelle. Mais au-delà de ça, il n'y a vraiment rien qui sort. C'est d'autant plus étrange quand, comme je le disais, le film a coûté 340 millions de dollars. On ne les voit absolument pas à l'écran. La technique est dans l'ensemble réussie, les robots, leurs modèles sont très bien faits techniquement, mais à aucun moment je me dis « Ah oui, ça a coûté 340 millions, tout au plus 200 ». C'est pas un mauvais film, c'est pas le pire film que l'on ait vu de l'année, je vous renvoie à ma vidéo sur Minecraft pour ça, mais c'est quand même dommage d'avoir un tel potentiel de divertissement et de ne pas donner un film à minima divertissant. C'est dispo sur Netflix, si vous voulez vous le faire un samedi soir, ça vous coûtera rien. Après tout, tentez. Film suivant, je vous avais dit qu'on allait enchaîner, mon petit coup de cœur du mois de mars, Le joueur de Go. Ou autre titre, Bushido, qui est le code d'honneur que suivent les samouraïs, et qui a nettement plus de sens vu l'histoire du film. On suit donc durant la période Edo un samouraï déshonoré qui vit avec sa fille dans une petite ville. Il va faire la connaissance d'un marchand d'antiquités avec lequel il va se prendre d'amitié et trouver une certaine rivalité pour le jeu de Go. Mais après un quiproquo impliquant une grosse somme d'argent qui a disparu, le samouraï voit à nouveau son honneur être bafoué. Et en même temps de ça, son passé va le rattraper lorsqu'un autre samouraï va venir le chercher pour lui dire que la personne réellement responsable du crime dont il était accusé a été retrouvée. C'est pas le meilleur moyen de vendre le film, mais la principale caractéristique du joueur de Go, c'est que c'est lent. Très lent. Le jeu de Go, pour ceux qui ne connaissent pas, ça pourrait se résumer à un jeu d'échecs asiatique en beaucoup plus complexe. Un jeu qui implique donc de l'observation, de la réflexion, de la patience, et donc de prendre son temps. Et bien absolument tout dans le film va se calquer sur le rythme d'une partie du jeu de Go. Le film va véritablement prendre son temps. La mise en scène va être beaucoup à base de plans fixes ou de travelling vraiment très lent, y compris dans la seule scène de combat du film. Vous allez avoir énormément de transitions à base de plans sur des fleurs, et même dans les dialogues, vous allez vraiment avoir un personnage qui parle, 1 à 2 secondes de pause, le personnage qui répond. C'est un rythme que si vraiment vous n'accrochez pas à l'histoire, vous allez complètement rester en dehors. Mais pour ma part, ça a excessivement bien marché sur moi parce que j'ai totalement accepté que la mise en scène soit au service de l'histoire et de son propos. D'autant plus que la mise en scène est lente, mais elle est surtout très belle, pleine de délicatesse, pleine de douceur. Les couleurs sont très belles, la lumière est très jolie, quand bien même parfois on a cet effet factice volontaire, ça marche très bien. À part peut-être pour les effets de flashback, je ne sais pas pourquoi il y a eu une volonté de rajouter une espèce de... Comme s'il y avait des artefacts de pellicule, ça fait très fake. Mais en dehors de ça, techniquement, c'est vraiment très solide, vraiment très beau comme je disais, les décors et les costumes sont également sublimes. Et j'ai beaucoup aimé également l'histoire de ce samouraï, mais pas que de ce samouraï d'ailleurs, de tous les personnages qui vont l'entourer, de sa fille, du marchand, d'une certaine dame qui tient un bordel également. Tous ces personnages, chacun étant dicté par un code d'honneur qui lui est propre. Et donc parfois qui ont tendance à ne pas se parler ou de ne se parler qu'à demi-mot,
créant énormément de quiproquos, voire même des situations tragiques ou agaçantes. Le personnage principal est un personnage extrêmement intéressant et complexe, mais je ne me suis pas vraiment attaché à lui, justement parce que, par sa volonté d'être dicté par l'honneur, il en vient à prendre des décisions assez aberrantes, ou tout du moins qui n'ont pas de sens par rapport à ma vision du monde, mais c'est là que c'est intéressant. Le meilleur exemple, c'est lorsqu'il va être accusé d'un vol et qu'il va laisser sa fille prendre une décision en particulier. Vraiment, je me suis dit, mais gars, t'es vraiment prêt à laisser ta fille faire ça? Elle-même qui agit pour l'honneur de son père et de sa famille. Et c'est là que le film a particulièrement accroché, parce que si de prime abord j'avais cette sensation qu'il glorifiait le Bushido, qu'il glorifiait cette quête de l'honneur, ben, in fine, le film a plutôt tendance à le critiquer. C'est par cette quête de l'honneur absolu que ces personnages, plusieurs d'entre eux, ont failli mourir ou vivre des situations critiques. Non, vraiment, si vous passez outre le rythme un peu lent, ben, y a de quoi passer un très joli moment plein de poésie et de profondeur. Prochain film, là ça va être un peu plus compliqué, A Real Pain. Film de Jesse Eisenberg avec lui et Kieran Culkin qui raconte l'histoire de deux cousins qui vont décider de partir en road trip dans la Pologne pour retourner sur les traces de leur grand-mère qui avait été embarquée durant la Shoah. Film précédé d'une sacrée réputation tant auprès de la presse que du public, y compris lors des cérémonies de récompense, notamment pour Kieran Culkin qui n'a fait que remporter absolument toutes les statuettes, notamment l'Oscar du meilleur second rôle. Et pour être honnête, je comprends pas. Je comprends pas parce que A Real Pain, c'est vraiment ce film de cinéma indépendant avec tous les clichés possibles et rien de particulier qui sort du lot. En termes de mise en scène, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ce mood semi-comique, tragique, ben, je le retrouve dans à peu près tous ces genres de films. Je trouve pas que ça raconte grand-chose, je trouve pas le film particulièrement drôle d'ailleurs. Même les personnages, je suis loin d'être fan. Le personnage de Kieran Culkin m'a plutôt paru assez insupportable. Ce personnage qui peut se montrer extrêmement gentil, puis qui d'un seul coup va péter un câble pour on ne sait quelle raison. Et malgré tout, le film va toujours avoir tendance à lui pardonner, je ne sais pas pourquoi. Et même en termes d'acting, je ne comprends pas. Jesse Eisenberg et Kieran Culkin sont bons, voire très bons, mais ils ne font que jouer ce qu'ils ont déjà joué 50 fois. Il n'y a rien de surprenant. C'est vraiment rare que je sorte d'un film et que je me dise « Waouh, j'ai tellement rien à dire dessus ». Il n'y a vraiment rien qui m'intéresse, rien qui m'accroche. Je suis resté complètement dehors. Après, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est comme je dis, le film a quand même d'excellentes critiques et il est très bien reçu par le public. Je vois que je suis plutôt une exception. Donc pour le coup, allez le voir et faites-vous votre propre idée. On part cette fois sur du cinéma d'action avec Novocaine. Novocaine qui s'inscrit dans l'héritage des films à la John Wick, comme on a pu voir avec Atomic Blonde ou Nobody. On suit donc l'histoire d'un homme qui, un jour, lors d'un braquage de la banque dans laquelle il travaille, va voir sa petite copine se faire enlever. Il va donc se lancer à la poursuite de ces hommes, bien qu'il n'ait absolument aucun entraînement au combat. Petite particularité malgré tout, cet homme a un syndrome qui fait qu'il ne ressent absolument aucune douleur. Un concept de base qui promet un petit film bien sympa et efficace, et c'est ce qui est plutôt Novocaine. C'est clairement pas dans ce film qu'il va falloir chercher des thématiques profondes et des personnages complexes, mais en termes de divertissement pur, le film fonctionne très bien. Les scènes d'action sont cool, elles sont correctement filmées, le fait que le personnage principal joué par Jack Quaid, que vous avez déjà vu dans The Boys, ne ressente pas la douleur, ben, c'est bien utilisé. Le film ne se prive pas de quelques effets gore bienvenus, donc franchement on prend un vrai bon plaisir devant Novocaine. Le petit reproche que je ferais, ce serait peut-être un souci de rythme. J'aurais un peu accéléré les choses, je trouve que l'introduction est un poil trop longue, et en réalité il n'y a pas tant de combats que ça. Il aurait fallu un peu plus resserrer. Ça et le fait qu'il y a un twist dans le film un poil prévisible et qui aurait peut-être eu plus d'impact s'il était arrivé un peu plus tard, et qui n'empêche pas de grosses facilités pour la fin. Un peu dommage aussi d'avoir eu un méchant aussi méchant, le gars c'est un vrai psychopathe, même si je trouvais intéressant l'idée d'avoir le personnage de Jack Quaid qui ne ressent pas la douleur physiquement et de le laisser face à un mec qui ne ressent pas la douleur émotionnellement. Donc voilà, pas un grand film, mais franchement, en petit film du samedi soir, ça se fait très bien. Autre coup de cœur est toujours venu d'Asie, Creation of the Gods 2. Alors là, pour résumer le truc, ça va être un bordel. Des gens s'affrontent avec des pouvoirs magiques et des grosses bestioles pour la sauvegarde ou la destruction du monde. C'est à peu près tout. La vraie difficulté, c'est que Creation of the Gods a à peu près 1 million de personnages. Donc si je devais vous décrire chacun d'entre eux, ça prendrait 1000 ans. Le premier opus qui était sorti chez nous dans un nombre de séances assez restreint avait un côté très Game of Thrones. Mais genre une saison de Game of Thrones résumée en 2h30. On suivait environ une vingtaine de personnages qui complotaient les uns avec les autres, les uns contre les autres, pour prendre le pouvoir de la Chine. Avec tout cela au milieu des histoires, comme je disais, de démons et de magie pour foutre un peu plus le bordel.
Et malgré un côté un peu rushé dans les intrigues, à tel point que parfois on nous présentait un personnage qui mourait littéralement 5 minutes après, j'avais énormément accroché à Creation of the Gods. Les personnages étaient charismatiques, j'avais beaucoup accroché à la DA, les combats étaient super cool, ça avait été vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Et ce deuxième opus va reprendre véritablement là où le premier s'était arrêté, mais va un peu plus mettre en pause les intrigues pour laisser pleinement place à l'action. Une action de dingue. On reproche beaucoup depuis quelques années au cinéma d'Hollywood de ne plus faire preuve d'originalité et vraiment de générosité. Et pour le coup, c'est davantage vers le cinéma asiatique, autant indien que chinois, qu'il faut se tourner maintenant. Creation of the Gods 2, c'est juste de l'action non-stop pendant 2h30. Et une action qui va toujours chercher à se renouveler, par de nouvelles techniques, par de nouvelles armes, par des nouveaux pouvoirs, par des nouveaux personnages, par de nouvelles créatures. C'est renouvelé sans cesse. Et étant donné que les acteurs sont eux-mêmes des artistes martiaux, comme très souvent dans le cinéma chinois, ça permet des cadres beaucoup plus larges qui permettent pleinement de profiter des chorégraphies. Et lorsqu'on ajoute des grosses bestioles, on est dans la pure démesure. Cependant, je dois mettre en garde que le film a des effets spéciaux, je dirais pas datés, mais juste qui ne sont pas au même niveau que ce qu'on a l'habitude de connaître. Le cinéma chinois a un gros retard d'un point de vue technique sur les effets spéciaux. Et ça se voit tout le long de Creation of the Gods, notamment avec certaines créatures humanoïdes qui sont honnêtement assez laides. Et pourtant, dans mon cas, ça ne me dérange pas une seule seconde. Ce que j'aime énormément dans le cinéma chinois, c'est qu'il n'a pas peur d'assumer. Les effets spéciaux d'un point de vue technique ne sont pas bons, mais ils ne seront jamais une limite à leur mise en scène. On veut faire une bataille démesurée avec des démons de 15 mètres de haut, ça va être moche, on s'en branle, on va le faire. Et la caméra sera toujours virevoltante et n'aura jamais peur de montrer ses modèles. Je peux comprendre que ça peut en laisser certains dehors, et ça peut paraître un peu hypocrite de critiquer les effets spéciaux à Hollywood et pas ceux en Chine, mais il s'agit aussi de remettre en perspective la technique de chacun, les budgets de chacun, et aussi de voir au moment du film ce que cela donne en termes de mise en scène. Et de ce point de vue-là, Creation of the Gods 2, c'est clairement le blockbuster le plus jouissif que j'ai vu cette année. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de regarder les deux Creation of the Gods, d'autant plus que les scènes post-génériques du 2 annoncent du très très lourd pour le dernier opus de la trilogie. Pour le prochain film, on va un peu revenir en France, on va parler de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Film divisé en deux parties. Dans la première, on va suivre Leila Bekti qui va donner naissance à un fils qui a un pied beau, une malformation, et dans sa quête pour essayer de l'aider à marcher. Et dans la seconde partie, on retrouve cet enfant devenu adulte, joué par Jonathan Cohen, dans sa vie d'avocat et dans sa relation avec sa mère. C'est clairement un très beau film que je vous recommande. Sans hésiter, la première partie reste la meilleure. Tout le combat de cette mère pour essayer d'aider son enfant à marcher et de comment toute cette cellule familiale va s'adapter à ce garçon, à son handicap, mais aussi à sa passion naissante pour Sylvie Vartan, c'est quelque chose de vraiment très touchant. Je trouve la seconde un peu moins intéressante, un peu moins candide peut-être. Faut dire aussi que c'était pas aidé par la présence de Jonathan Cohen, qui est un acteur que j'apprécie pas des masses. Il a trop tendance à toujours jouer le même personnage, à un peu parasiter les films quand il est là-dedans. Et pour le coup, je dois lui rendre grâce, dans ce film-là, ce n'est absolument pas le cas. Il démontre un jeu un peu plus subtil, un peu plus sensible. Je suis loin d'être devenu fan, mais malgré tout, il m'a assez étonné. La vraie star du film, c'est Leila Bekti qui va jouer cette mère ultra protectrice à travers les années. Elle va d'ailleurs être petit à petit maquillée pour voir les années qui passent. Maquillage que je trouve réussi d'ailleurs, s'accoupler avec le jeu de Leila Bekti, avec sa voix tremblante, etc. Je crois vraiment qu'elle a 70 ans. On ne peut pas en dire autant d'un certain rajeunissement numérique qui va vous donner des cauchemars pour les mois à venir. J'ai un poil plus de problème avec le traitement de la mère elle-même. Dans la seconde partie, on va avoir un peu plus tendance à dénoncer son côté trop mère-poule surprotecteur par une révolte du personnage de Jonathan Cohen. Mais dans la première partie, je trouve qu'on a un peu trop tendance à valider ses actions, quand bien même, je trouve qu'elle agit comme une mauvaise mère. On parle quand même d'une mère qui refuse que son enfant se fasse poser des dispositifs pour lui permettre de marcher, quitte à ce qu'il passe les premières années de sa vie à ramper au sol et à ne pas aller à l'école. Un comportement qui impliquera l'intervention des services sociaux. Et pourtant, ces derniers seront représentés comme les grands méchants de l'histoire. Ça ira carrément plus loin lorsque plus tard dans le film, elle sera carrément récompensée pour ses actes. Le film lui pardonne un peu trop parce que dans son cas, ça a fonctionné. Mais ça a été le cas sur 100 000, voire 1 million qui a fonctionné. Son comportement reste inapproprié. Heureusement, encore une fois, qu'on a Leila Bekti pour apporter suffisamment de nuances à ce personnage, pour malgré tout nous le faire apprécier, le faire paraître aussi attachant que parfois antipathique. Pas dénué de défauts, mais malgré tout très joli film, très bien joué, très bien mis en scène. Franchement, je vous le conseille. On reste en France pour un autre film plein de tendresse, On ira.
On ira, c'est le premier film de Enya Barou, fille de Olivier Barou, le O de KDO, et que perso je connaissais déjà pour sa série Fleur Bleue, diffusée sur Canal+, et disponible sur YouTube. On nous raconte donc l'histoire d'une grand-mère dont le cancer généralisé est revenu, qui a décidé de faire appel à un suicide assisté. Elle va alors s'embarquer dans un road trip avec son fils, sa petite fille et un aide-soignant qui passait par là. Le souci, c'est qu'elle n'a prévenu personne de sa famille de quelles étaient les raisons de ce voyage. On ira, c'est vraiment une jolie petite parenthèse. En termes de thématique ou de mise en scène, il n'y a vraiment rien de transcendant, mais par l'écriture, par ses personnages extrêmement attachants et par son cast qui est vraiment très impliqué, on passe un très bon moment. On passe vraiment une agréable heure 30 en compagnie de ces personnages qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas, ou plutôt qui ne se comprennent pas parce qu'elles ne se parlent pas. Cette grand-mère donc malade qui souhaite en finir avec sa vie dans les conditions qu'elle a souhaitées, la petite fille au fort caractère avec les prémices de la puberté, le papa cinquantenaire assez incapable dans tout ce qu'il entreprend, qui est bercé de rêves mais surtout d'illusions, et au milieu de tout ça, cet aide-soignant un peu paumé joué par Pierre Lotin, que j'adore, qui se demande ce qu'il fout là. On enchaîne donc les scènes drôles et ou émouvantes, au cours desquelles tous ces personnages vont réapprendre à se connaître. Et on appréciera que tout ce qui tourne autour de la mort soit traité avec beaucoup de retenue, sans jamais tomber dans le pathos gratuit. C'est pas un film sur lequel on peut palabrer pendant des heures, c'est juste un joli petit film, et parfois ça fait du bien. Allez, on change totalement de registre, on va aller un peu plus du côté de l'horreur avec Earth Eyes. Un tueur masqué élimine des couples les jours de la Saint-Valentin, et sur un quiproquo, il va s'en prendre à deux jeunes qui se sont rencontrés le jour même. Earth Eyes, c'est à la fois une ressucée, un hommage et une moquerie des films du style Souviens-toi de l'été dernier ou Mortel Saint-Valentin. On sent une volonté de marcher dans les pas de la série Scream en reprenant les codes et en voulant les détourner, sauf que ça n'a ni le talent ni l'intelligence. En termes de mise en scène ou de montage, c'est assez plat. Les codes qu'il voudrait détourner, c'est pas suffisamment détourné pour être intéressant. C'est pas assez méta, et même quand ça essaye juste de faire un bon petit film, ça reste assez plat. Il y a des sérieux problèmes de rythme. Passer l'introduction du tueur et des premières morts, morts qui sont d'ailleurs assez gore, ça c'est déjà assez plaisant, quand bien même le body count n'est pas très élevé, on a quand même droit à une introduction des deux personnages principaux qui est assez interminable. Ça prend son temps et pour pas grand chose en plus, juste pour les voir se rapprocher suffisamment pour que le tueur se dise il ferait de bonnes victimes. Ouais. D'autant plus que le tueur est censé tuer des couples durant la Saint-Valentin, pourquoi est-ce qu'il va faire une fixette sur eux? Et même tout ce qui est autour du tueur, c'est pas si intéressant. Sa mythologie, son identité, qui est assez prévisible d'ailleurs, on n'en a pas grand chose à faire. Earth Eyes, c'est un film des années 2020 qui voudrait se moquer des films des années 90 et qui pourtant a un style trop années 90 pour vraiment paraître 2020. Si vous avez sucé jusqu'à la moelle le genre, à la limite, ça peut vous faire un samedi soir, pas le meilleur des samedis soirs, mais si vous êtes assez étranger à ce genre de film, concentrez-vous davantage sur la saga Scream, vous passerez un meilleur moment. Et enfin, un dernier film, The Insider. Un mois après Présence, Soderbergh revient donc avec un nouveau film, autant dire qu'il chôme pas. On suit donc Michael Fassbender et Cate Blanchett qui sont à la fois un couple et des agents du MI6, sauf que l'on annonce à Fassbender qu'il y a un traître dans l'organisation, il doit trouver qui c'est, il y a 5 suspects, dont sa femme. Présence m'avait laissé complètement indifférent, autant dire que The Insider va pas beaucoup plus me toucher. A minima, contrairement à son précédent film, au moins là je peux dire que j'ai été diverti pendant 1h30. Toute la partie espionnage et enquête fonctionne très bien, il y a un bon suspense qui fait que vraiment on accroche au film. Notamment parce que le maître mot, c'est efficacité. Le film dure 1h30, il n'y a pas une seconde de trop. Chaque élément, chaque seconde du film va vraiment être un moyen de faire avancer l'intrigue, de révéler des éléments sur les personnages. Ça, couplé à la mise en scène millimétrée de Soderbergh, ça fait que l'on obtient un film extrêmement prenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette enquête, Soderbergh va proposer en fait une analyse du couple, au sens large. Comme je le disais, en plus de Fassbender, on a 5 suspects. Ça fait 6 personnes au total, 6 personnes qui en réalité forment 3 couples. Et 3 visions du couple assez différentes. Fassbender et Cate Blanchett, c'est le côté plus véritable amour et passionnel. Enfin, passionnel sur le papier parce que je trouve Fassbender tellement froid que parfois on dirait presque un psychopathe. Un autre plus de circonstances et cérébral entre la psy jouée par Naomi Harris et l'agent joué par Roger Jean Page. Et le troisième plus tumultueux et violent entre une jeune fille et un homme plus âgé qu'elle. Et le fait de traiter les différentes visions de ces couples, notamment par le prisme du mensonge, d'autant plus dans un milieu où le mensonge est nécessaire, l'espionnage, ça donne une certaine profondeur, franchement bienvenue. The Insider, c'est un film très efficace, qui fonctionne vraiment très bien sur le moment. Peut-être vous le replierez dans 2 semaines, mais je peux vous garantir que vous allez passer une très bonne soirée.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Dites-moi les films dans la liste que vous avez vus, ceux que je vous ai donné envie de voir. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye.